Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit item de médecine interne. Alors, c'est l'item 193, il a un titre assez long. C'est connaître les principaux types de vascularité systémique, les organes cibles, les outils diagnostiques et les moyens thérapeutiques. Voilà, donc on va parler notamment des vascularites, mais c'est des petites généralités sur les vascularites. Je pense que je l'appellerai comme ça, pour pas que ça fasse 3 lignes sur la petite image. Allez, on va commencer du coup par la définition d'une vascularité systémique. Les vascularites systémiques, ce sont des affections qui sont caractérisées par une atteinte inflammatoire des vaisseaux sanguins artériels, capillaires et ou veineux, donc tous les types de vaisseaux sanguins, ce qui va conduire à une altération de la paroi vasculaire. Elles sont classées, ces vascularites, selon le calibre des vaisseaux atteints. Il y en a trois types. Il y a les vaisseaux de gros calibre, donc là ça va concerner l'aorte et ses branches directes de division. Les vaisseaux de moyen calibre, ça va être les principales artères viscérales et leurs branches de division. Et enfin, il y a les vaisseaux de petit calibre, et donc dans ce cas, c'est les artérioles, les capillaires et les vénules. On va voir maintenant les principaux types de vascularite systémique. Alors, donc là, il y a une image que je mettrai dans le post Instagram qui est bien faite en fonction du coup du calibre des vaisseaux. Et on va pouvoir, dire un petit peu, retrouver les différents types de vascularites qui sont, résumés sur ce schéma-là. Alors, pour les vascularites des artères de gros calibre, on va voir l'artérite à cellules géantes, qu'on appelait anciennement la maladie de Horton. Donc ça, c'est l'artérite à cellules géantes. Et on a l'artérite de Takayasu. Ça, c'est pour les vascularites des artères de gros calibre. Pour les artères de moyen calibre, on va avoir 2 vascularites. Ça va être la périartérite noueuse et la maladie de Kawasaki. Voilà pour les moyens le calibre, périartérite noueuse, Kawasaki. Et enfin, les vascularites des vaisseaux de petit calibre. Donc là, on ne parle plus que des artères, hein, c'est pour ça qu'on parle des vaisseaux de petit calibre. Ça va être, donc il y a plusieurs types. Il y a les vascularites associées aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles, aussi appelés les ANCA, anticytoplasme des PNN. Et donc ça, c'est la granulomatose avec polyangéite. Je crois qu'on l'appelait maladie de Wegener avant. On a celle-ci. On a ensuite la granulomatose avec éosinophilie et polyangéite, voilà, qu'on appelle, GEPA. Voilà, granulomatose avec éosinophilie et polyangéite, donc GEPA, GEPA. Et on a la polyangéite microscopique, qui est moins répandue. Voilà, donc globalement, les vascularites des vaisseaux de petit calibre liés aux ANCA, ça va être granulomatose avec polyangéite et granulomatose avec éosinophilie et polyangéite. Après, on va avoir les vascularites des vaisseaux de petit calibre qui vont être associés à des dépôts de complexes immuns. Donc là, ça va être la vascularité cryoglobulinémique, la vascularite à IgA, qu'on appelait anciennement le purpura rhumatoïde. On a également la vascularite urticarienne hypocomplémentémique ou vascularite avec anticorps anti-C1Q, qu'on appelait avant le syndrome de McDuffie. Ça, c'est une vascularite urticarienne qui donne de l'urticaire avec les éléments du complément qui sont bas, donc hypocomplémentémique. Et enfin, pour finir avec les vascularites des vaisseaux de petit calibre, on a celles qui sont associées à des dépôts linéaires d'immunoglobulines et pas des complexes immuns. Donc là, c'est des dépôts linéaires d'immunoglobulines. Et on va avoir la vascularite avec anticorps antimembrane basale glomérulaire, donc qui concerne le rein, le glomérule. Donc anticorps antimembrane basale glomérulaire. Et donc ça, c'est ce qu'on appelait avant le syndrome de Goode-Pasture. Voilà pour, les différents types. Donc pour les gros calibres et moyens calibres, c'est assez facile, il y en a que 4 en tout et pour tout. Et par contre, pour les vaisseaux de petit calibre, il y en a beaucoup plus. Donc des importantes, on va en avoir à peu près, 2 par classification. Liées aux ANCA, liées à des dépôts de complexes immuns et associées à des dépôts linéaires d'immunoglobulines. Voilà, donc là, on les reprend un peu toutes dans la classification des vascularites que je vais mettre sur la publication Instagram.
Donc là, on a un récapitulatif de toutes les artérites et ça, c'est très intéressant. Vous pourrez même l'enregistrer sur votre Insta pour l'avoir rapidement d'un coup d'œil. Alors, on va voir maintenant les principaux signes évocateurs du diagnostic de vascularite. Premièrement, les manifestations générales. Eh bien, on va voir généralement une altération de l'état général, asthénie, anorexie, amaigrissement, comme on connaît tous, une fébricule ou de la fièvre. Ça, c'est assez fréquent. Voilà, donc ça, c'est les manifestations générales. Après, on peut avoir des manifestations rhumatologiques qui sont non spécifiques. Donc là, ce sera principalement des douleurs articulaires d'horaire inflammatoire et des myalgies. Au niveau de l'atteinte cutanée, on pourra avoir du purpura, notamment pour les vascularites des vaisseaux de petit et moyen calibre, des ulcères cutanés ou des nécroses, un livédo ou des nodules sous-cutanés. Voilà pour l'atteinte cutanée des artérites, enfin des vascularites, pardon. L'atteinte pulmonaire ensuite, bon, on va passer tous les organes, hein, parce que ça peut avoir des atteintes pour tous les organes, donc accrochez-vous. L'atteinte pulmonaire, on peut avoir de la dyspnée, de la toux. Ça, c'est pour les vascularites des vaisseaux de petit calibre notamment. On peut avoir des nodules pulmonaires qui sont parfois excavés au cours de la GPA, donc la granulomatose avec polyangéite. On peut avoir des infiltrats pulmonaires au cours de toutes les vascularites qui sont associées aux ANCA. On peut avoir des hémorragies intra-alvéolaires avec du coup de l'hémoptysie. Et ça, c'est notamment au cours des vascularites associées aux ANCA et aussi des vascularites avec anticorps antimembrane basale glomérulaire, donc l'ancien, goût de pasture et on peut aussi avoir un asthme de révélation tardive et donc ça, c'est la GEPA. C'est avec éosinophilie et polyangéite, la granulomatose. Donc ça, c'était pour l'atteinte pulmonaire. Maintenant pour l'atteinte rénale. On peut avoir une atteinte vasculaire rénale avec une hypertension artérielle et des possibles infarctus rénaux, dans le cas de la périartérite noueuse. On peut avoir une atteinte glomérulaire, donc notamment dans la néphropathie à IgA, dans la vascularite à IgA. On peut avoir une glomérulonéphrite membranoproliférative au cours des vascularites cryoglobulinémiques. On peut avoir une glomérulonéphrite extracapillaire au cours des vascularites associées aux ANCA. Donc là, il y a pas mal de possibilités. Et ça, on va le dépister par une bandelette urinaire. Voilà, avec notamment l'analyse du sédiment urinaire avec la protéinurie et l'hématurie qui peuvent être positifs. Et on va également rechercher une créatinine qui serait augmentée. Voilà, pour l'atteinte glomérulaire. Ensuite, l'atteinte de la sphère ORL. Là, on peut avoir des rhinites, des sinusite ou une polypose nasale. Ça, c'est pour les granulomatoses avec polyangéite, voire c'est la GEPA, donc avec éosinophilie. Voilà pour la sphère ORL. Pour l'atteinte digestive, bon, ben là, c'est un peu moins spécifique. On peut avoir des douleurs abdominales avec un risque de perforation ou d'hémorragie aiguë digestive. Donc là, ça peut être soit par le haut avec, bah, l'émission de sang par la bouche tout simplement, par le bas avec les mélénas ou les rectorragies. Donc hématémèse par l'émission de sang par la bouche. Ça, c'est notamment pour les vascularites à IgA et la périartérite noueuse. Après, on peut avoir des atteintes neurologiques qui sont surtout périphériques. Donc on peut avoir des polyneuropathies sensitives ou sensitivomotrices, notamment pour les vascularites cryoglobulinémiques. On peut avoir des mononeuropathies multiples, notamment dans le cas des vascularites associées aux ANCA. Ça peut être responsable tout ça de douleurs neuropathiques avec des paresthésies, également d'un déficit neurologique, qu'il soit sensitif ou moteur. On a bientôt fini les atteintes, d'organes. Donc pour l'atteinte oculaire, on peut avoir des conjonctivites, tout simplement, comme dans le cas de la maladie de Kawasaki. On peut avoir des épisclérites ou des sclérites dans la GPA, donc la granulomatose avec polyangéite et on peut avoir des uvéites. Ça sera le cas de la maladie de Behçet. Pour l'atteinte cardiovasculaire, donc là, on imagine que c'est plutôt les vaisseaux de moyen calibre et gros calibre. Bon là, en l'occurrence, c'est dans la maladie de Kawasaki, donc moyen calibre, on peut avoir des anévrismes coronaires. Et enfin, on peut avoir une atteinte testiculaire aussi,
Ça, c'est plutôt rare. Ça va être responsable de douleurs testiculaires en rapport avec une orchite, donc inflammation du testicule. On ne nous dit pas dans quelle vascularité précisément, c'est le cas. Allez, donc là, on va voir les principaux diagnostics différentiels qui sont à évoquer en cas de suspicion de vascularite. Donc avant de se jeter tête baissée dans le diagnostic de vascularite, on va évoquer les principaux diagnostics différentiels. Donc on peut avoir des vascularites secondaires. Donc ça ne serait pas des vascularites à proprement parler, enfin liées au diagnostic qu'on vient de voir, mais ça serait secondaire, à des causes, diverses et variées. Ça peut être, secondaire au lupus systémique ou à la polyarthrite rhumatoïde. Ça peut être une vascularite secondaire à une infection, aux médicaments, à des hémopathies ou des cancers solides, également à des toxiques comme le tabac, le cannabis, la cocaïne, et ça peut être des vascularites secondaires aux emboles de cholestérol. Voilà, voilà. Et enfin, on peut avoir d'autres diagnostics différentiels, donc là, c'est même pas, des vascularites. Là, c'est variable, en fait, selon le type. Ça peut être un cancer bronchique ou des métastases devant un ou des nodules pulmonaires. Donc là, on pourrait penser à la GPA, mais ça peut être tout simplement des métastases ou un cancer. On peut avoir une atteinte neurologique compressive ou liée au diabète devant une mononeuropathie multiple et devant, une protéinurie glomérulaire ou une hématurie, eh bien, on peut avoir d'autres causes de glomérulonéphrite. Voilà, c'est pas forcé que ce soit lié à une vascularite. Alors, donc là, on va voir tous les moyens diagnostiques qu'on a à notre disposition en fonction des organes cibles qui sont touchés. Donc pour l'atteinte cutanée, donc si on a un purpura, des ulcères ou des nécroses cutanées, un livédo ou des nodules cutanés, nodules sous-cutanés pardon, donc ça c'est, tout ce qu'il peut y avoir comme atteinte cutanée dans la vascularite. Le moyen de trouver le diagnostic, ça va être une biopsie de la lésion, de la peau tout simplement. Pour l'atteinte ORL, là les moyens diagnostiques qui vont être, primordiaux, ça va être le scanner, donc la tomodensitométrie des sinus de la face. Et on peut également faire un examen ORL, donc par un spécialiste, avec des biopsies. S'il y a des lésions, des biopsies des lésions, identifiées. Pour l'atteinte pulmonaire, on peut faire un scanner thoracique avec un lavage broncho-alvéolaire et établir un score de Gold. Voilà. Pour l'atteinte rénale et en particulier l'atteinte glomérulaire, donc là on a plusieurs moyens diagnostiques. On a la bandelette urinaire premièrement, on a la cytologie urinaire, donc là on va analyser le sédiment urinaire. On va doser ensuite la protéinurie, la créatininémie sur la prise de sang, qui sera augmentée la plupart du temps et on va pouvoir faire une biopsie rénale également. Voilà pour l'atteinte rénale. Pour l'atteinte digestive, eh bien, on va faire le scanner abdominopelvien et on peut faire plus spécifiquement des endoscopies digestives avec des biopsies. Pour l'atteinte neurologique périphérique, donc tout ce qui va être, des douleurs, des brûlures, des crampes et des paresthésies, un déficit neurologique sensitif et ou moteur. Donc là, on va suspecter une polyneuropathie sensitive ou sensitivo-motrice, voire une mononeuropathie multiple. Donc là, l'examen de choix, ça sera l'électroneuromyogramme, le NMG, et là également la biopsie neuromusculaire. Pour l'atteinte oculaire, ça sera un examen ophtalmologique, tout simplement. Et pour l'atteinte cardiaque, ça va être l'échographie transthoracique, donc examen d'imagerie, et examen biologique, ça va être les enzymes cardiaques et notamment la troponine, qui sera élevée s'il y a une atteinte cardiaque. Voilà, donc globalement, ça va être un moyen d'imagerie, la plupart du temps le scanner, et après, si c'est biopsiable, heu, on va faire une biopsie, plus l'examen du spécialiste, en question, de l'organe en question. Et si on ne peut pas faire de biopsie, on va faire généralement un prélèvement biologique, prise de sang ou urine pour le rein. Allez, donc là, on va parler un peu plus en détail, du purpura vasculaire, lié aux vascularites. Donc ça va être des lésions cutanées érythémateuses qui ne s'effacent pas à la vitropression. Ça, je pense que vous devez tous être au courant.
qui est la conséquence d'une inflammation de la paroi vasculaire. Les caractéristiques cliniques, eh bien, on peut avoir un purpura infiltré, confluent, parfois même nécrotique, déclive, donc dans les zones, les plus basses, hein, et ça va prédominer aux membres inférieurs, sans atteinte des muqueuses. Voilà pour le purpura vasculaire. Donc là, on a une belle photo d'un purpura vasculaire des membres inférieurs. Voilà, et dans ce cas-là, il y a un diagnostic posé de granulomatose avec polyangéite. Donc là, c'est vraiment, les seins dalmatiens avec, des taches violettes, violettes-rouges, qui s'effacent pas à la vitropression. Je mettrai l'image aussi sur le post Instagram. Allez, donc là, on va voir les différents examens que l'on va réaliser en cas de suspicion de vascularite. On va aller un peu plus en détail de ceux qu'on a cités juste avant, en fonction des différents examens à disposition. Donc pour les examens biologiques, on va chercher un syndrome inflammatoire, donc notamment avec, la cytologie et donc la NFS et l'élévation de la CRP, de la protéine C réactive. On peut faire ensuite des sérologies virales, notamment, de l'hépatite C et B et le virus également du sida, donc le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Voilà pour les examens biologiques. Pour les examens d'imagerie, donc là, ça va être orienté pardon, selon le contexte clinique. On peut faire du coup, comme on l'a dit, un scanner thoraco-abdominopelvien avec injection de produits de contraste iodé. Donc là, on peut observer une aortite, un microanévrisme, des lésions pulmonaires, des lésions digestives, voilà, selon le contexte. On peut faire un scanner des sinus, de la face. Et après, on peut faire également un échodoppler artériel, un angio-IRM, une tomographie par émission de positons, donc là un TEP scan, pour la visualisation des axes vasculaires, voilà, en priorité. Et enfin, on peut faire des biopsies avec l'analyse anatomopathologique et donc ça, c'est à réaliser au niveau des organes cibles. Donc là, l'anapathe, il pourra observer une réaction inflammatoire sur la pièce opératoire ou sur la biopsie et voilà, il fera son petit compte rendu d'anatomopathologie qu'on pourra ensuite interpréter. Voilà pour les examens, complémentaires qu'on va faire en premier lieu et ensuite quand on sera un peu orienté eh bien, on va pouvoir faire des examens immunologiques qui permettront de poser vraiment le diagnostic précis. Donc ça, on va le réaliser en cas de suspicion de vascularite, forte. Donc premièrement, on va doser les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles, donc les fameux ANCA. Ça, ce sont des auto-anticorps dirigés contre des antigènes du cytoplasme des polynucléaires neutrophiles, comme son nom l'indique. Et donc ça, on va les retrouver dans la GPA, la granulomatose avec polyangéite, la MPA et la GEPA. La MPA, si je la retrouve, c'est la polyangéite microscopique. Donc ça, c'est une vascularité des vaisseaux de petit calibre, qui est associée aux ANCA du coup. Je retourne en dessous, tac, 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 voilà. La détection de ces ANCA va se faire par immunofluorescence indirecte. Donc, bon là, c'est très, très spécifique ce que je vais dire. On va pouvoir l'observer sur une fluorescence cytoplasmique des polynucléaires neutrophiles, et de spécificité antiprotéinase 3. Donc ça sera dans la GPA. Après, on peut le voir sur la fluorescence périnucléaire des polynucléaires neutrophiles. Donc ça sera les P en K, alors que la fluorescence cytoplasmique, ça sera les C en K, et donc la fluorescence périnucléaire autour du noyau, les P en K. Et là, ça pourrait être de spécificité anti-myéloperoxydase. Donc ça, c'est pour, la micro, heu, c'était quoi? La microangiopathie avec polyangéite, enfin la MPA et la GEPA, donc avec éosinophilie. Donc antiprotéinase 3 plutôt GPA et antimyéloperoxydase MPA et GEPA. Le diagnostic différentiel, eh bien, il faut savoir que les ANCA sont possibles dans les pathologies infectieuses, notamment les endocardites infectieuses ou la tuberculose. Donc, même si les ANCA sont positifs, il faut penser au diagnostic différentiel. Voilà pour les ANCA.
Après pour, les cryoglobulinémies, donc ça, ce sont des immunoglobulines qui précipitent à des températures inférieures à 37 degrés. C'est pour ça qu'on emploie la cryo qui veut dire froid. Donc ça, c'est des immunoglobulines qui précipitent en dessous de 37 degrés. On a des cryoglobulines de type 1, donc là, les immunoglobulines monoclonales isolées dans les hémopathies lymphoïdes notamment. Et après, on peut avoir des cryoglobulines mixtes. Donc là, c'est qu'il y a au moins 2 variétés d'immunoglobulines, des type 2 avec un composant monoclonal, donc comme celle de type 1, ou de type 3 avec uniquement des immunoglobulines polyclonales et non pas un composant monoclonal. Et donc là, quand c'est uniquement, des immunoglobulines polyclonales, donc le type 3, ça peut être dans le cas de l'hépatite chronique C, le syndrome de Sjögren, le lupus systémique, la polyarthrite rhumatoïde, les hémopathies lymphoïdes. Donc sachant que les hémopathies lymphoïdes, on peut aussi avoir des cryoglobulinémies, enfin des cryoglobulines de type 1, donc monoclonales isolées. Mais on peut également avoir des polyclonales. Voilà. Allez, donc là, on va finir, enfin, on va s'approcher de la fin du chapitre par la prise en charge des vascularites. Au niveau de l'enregistrement, on est nickel, on est à 21 minutes, donc ça va nous laisser le temps. Premièrement, ça va être la corticothérapie. Donc ça, c'est ce que tous les internistes et les rhumatos adorent. Donc là, la corticothérapie pourra se faire par voie orale ou intraveineuse avec une décroissance progressive parce qu'on sera sur un traitement long. Ensuite, on peut faire appel à des immunosuppresseurs et des immunomodulateurs. Donc là, ça peut être soit associé d'emblée dans les formes sévères ou les formes avec des rechutes, soit dans un second temps pour avoir une visée d'épargne cortisonique, donc ne pas trop utiliser la cortisone. On a des immunosuppresseurs synthétiques, donc notamment le cyclophosphamide, ça c'est un traitement d'attaque des formes sévères. Et en traitement d'entretien, on a le méthotrexate qui est bien connu ou l'azatioprine. Ça, c'est le plus souvent entre 2 et 4 ans de traitement. Ensuite, les biothérapies. Donc là, on n'est pas sur les immunosuppresseurs synthétiques, on est sur des biothérapies, donc il y a des anticorps, monoclonaux. Donc on a le rituximab, on a les anticorps monoclonaux anti-CD20. Donc là, ça a une AMM, dans le traitement des vascularites associées aux ANCA. On a le tocilizumab, on a l'anticorps monoclonal antirécepteur de l'interleukine 6. Ça a une AMM au cours de l'artérite à cellules géantes, dans les formes réfractaires aux immunosuppresseurs conventionnels. Voilà pour, globalement les biothérapies qui sont dispo. Rituximab, tocilizumab pour les noms un peu compliqués et après les anticorps monoclonaux anti-CD20 pour, celles associées aux ANCA et anti-interleukine 6 pour l'artérite à cellules géantes. Et après, on peut avoir des immunoglobulines intraveineuses en association à l'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine tout simplement, pour prévenir la survenue d'anévrismes coronaires dans la maladie de Kawasaki avant le 10e jour d'évolution de la maladie, donc assez précocement. Voilà pour les 2 premiers types de prise en charge, donc corticothérapie, immunosuppresseur, immunomodulateur. Après, on va avoir la revascularisation. Donc ça se fait essentiellement au cours de l'artérite de Takayasu, en cas de sténose avec un retentissement hémodynamique d'aval. Donc après la sténose. On va revasculariser tout simplement, donc ça se fera avec des stents, classiques. Et après, on peut avoir des mesures associées au traitement. Donc ça va se faire, dans la majorité des cas, enfin tout le temps. Ça va être la prévention du risque infectieux, heu, qui est, d'une importance majeure, hein, puisque la plupart des traitements sont immunosuppresseurs ou immunomodulateurs, donc ça va réduire l'immunité. On va prévenir les complications de la corticothérapie et en particulier de l'ostéoporose et donc là avec, une supplémentation généralement, en calcium, vitamine D et cetera. Et ensuite, eh bien là, on va finir ce chapitre tranquillement par les principaux facteurs pronostiques des vascularites. Et donc là, c'est pour le suivi ou le pronostic. Donc au niveau des signes ophtalmologiques,
Eh bien, on peut avoir une amorose transitoire. Donc amorose, c'est qu'on a un on est aveugle, hein, mais de manière transitoire, ou une diplopie dans l'artérite à cellules géantes, sachant que le risque de cécité, définitive est présent. Donc voilà, il faut y penser. On peut avoir une atteinte rénale, digestive, cardiaque ou neurologique centrale au cours des vascularites des vaisseaux de petit calibre et les neuropathies périphériques à l'origine de séquelles fonctionnelles peuvent également être retrouvées dans les vascularites des vaisseaux de petit calibre. Voilà, bon, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette petite partie, mais voilà, tout ça pour rappeler un peu les atteintes que l'on peut avoir au cours de ces vascularites-là. Sachant que quand il y a des signes ophtalmo, il y a un risque de cécité définitive, heu, de diplopie et d'amorose transitoire. Et bien voilà pour ce chapitre un peu introductif sur les vascularites. Donc j'essaie de lui trouver un petit nom plus digeste que ce titre-là, à savoir connaître les principaux types de vascularité systémique, les organes cibles, les outils diagnostiques et les moyens thérapeutiques. Donc là, clairement, ça reprend tout ce qu'on vient de faire en détail. Donc je vais mettre peut-être, voilà, généralité sur les vascularites, ou même, vascularite systémique. Voilà, comme ça, vascularité systémique, je pense que ce sera clair et un peu plus engageant. Ça va plus donner envie d'aller l'écouter. Allez, bah, sur ce, je n'en dis pas plus. Je vais aller voir la fin du match de hand sur, la finale de l'Euro, hein, entre la France et le Danemark. Là, j'entends mon père gueuler derrière, donc j'imagine qu'il y a de l'action. Je vous dis une bonne journée à tous, un bon début de semaine et puis on se retrouve mercredi pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao.